2015, c'est l'année de sortie d'un petit jeu en ligne qui a très rapidement fait parler de lui et qui a eu le don d'exploser à droite à gauche. Et a priori, si à cette époque-là vous aviez accès à internet, vous n'avez pas pu passer à côté. Alors, ok, ça joue juste avec la souris. Il faut juste bouffer ces petits points là comme ça et ensuite bouffer les autres joueurs. Bienvenue sur Agario, alors c'est le moment de jouer à ce jeu magnifique où nous allons manger des petites bouboules en étant une petite bouboule. François Hollande qui part au sommet, qui prend les petites bouboules qui roulent. On parle évidemment d'Agario. D'ailleurs, je sais toujours pas quelle est la formulation correcte entre Agario et agar.io, mais j'imagine que c'est pas si important. Quoi qu'il en soit, il y a fort à parier que vous en ayez déjà lancé une partie. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous expliquer rapidement le but du jeu. Vous incarnez un petit blob qui cherche à se nourrir, au choix, de petites cellules qui traînent sur la map, ou tout simplement des autres joueurs. Plus vous mangez les autres et plus vous grossissez. La seule condition pour manger un autre joueur, être plus gros que ce dernier. Les mécaniques ne sont pas bien compliquées. Vous pouvez vous séparer en deux pour manger un autre joueur, vous pouvez expulser de petites portions de vous-même pour tenter d'appâter un autre joueur, ou au contraire le faire exploser via ces petites boules vertes piquantes. Et puis, c'est à peu près tout. Ah, et il y a un classement aussi, parmi lesquels figurent les 10 premiers joueurs. Classement qui évidemment cherche à être intégré par la quasi-totalité des joueurs à la manière d'un Battle Royale. Et une fois au sommet, il ne vous reste plus qu'à tenter d'y rester, le plus longtemps possible. Je pense que vous en conviendrez, Agario est un jeu dont les règles sont des plus simples. Et plus les règles d'un jeu sont simples, plus il attire de joueurs. Et plus il y a de joueurs, plus il devient un terrain fertile pour toutes sortes d'idées. Ouah, je viens vraiment de dire ce que je viens de dire là. Si je commence à vous perdre, c'est normal, mais laissez-moi vous expliquer. Et si ce simple jeu de cellules colorées avait, le temps d'un été, révélé les fractures politiques d'un pays tout entier? Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter un petit peu dans le temps. On est alors le 28 avril 2015, jour officiel de la sortie d'Agario, soit environ un mois avant les élections législatives turques de juin 2015. Oui, les élections législatives turques. Et les choses vont prendre un tournant assez surprenant. Vous l'aurez peut-être vu venir, quoi de mieux que le jeu du moment, celui qui explose sur tous les écrans pour faire la promotion de son parti politique. Et c'est pour cette raison, aussi folle qu'inattendue, qu'Agario est devenu, presque du jour au lendemain, un phénomène en Turquie. Un bon nombre de subreddits ont d'ailleurs vu le jour à cette période. À quel point Agario est-il populaire en Turquie? Deux partis politiques ont utilisé Agario pour leur campagne en vue des futures élections. Certains utilisateurs exagèrent la chose. Dans le top 10 de chaque serveur, j'ai à chaque fois l'impression de voir 11 noms turcs. Un autre utilisateur a quant à lui décidé d'ajouter une petite touche d'humour. On devrait descendre dans les rues, délivrer notre message aux gens. Non, j'ai une meilleure idée. Et si on faisait passer notre message politique par le biais de blobs qui s'entre-dévorent? Ok, si t'es sûr que ton idée va marcher alors. Le tout a d'ailleurs été assez documenté, même en dehors de Reddit, comme c'est le cas sur Kotaku, un blog spécialisé dans le jeu vidéo. Ce dernier nous aide bien à comprendre l'enjeu des élections législatives qui auront lieu seulement quelques semaines plus tard. Le tout s'est spécifiquement popularisé en Turquie. Ces élections législatives pourraient détrôner le parti de la justice et du développement, l'AKP, au pouvoir, ou plutôt le priver de sa super majorité actuelle sur les autres partis. Et c'est un enjeu majeur, surtout pour les Kurdes, traditionnellement opprimés, qui cherchent alors à s'imposer par le biais des partis politiques plutôt que de mener une politique séparatiste, ce qui a conduit à des violences prolongées par le passé. Bien que l'accord ne fasse guère l'unanimité, le Parti démocratique des peuples kurdes, HDP, tente de franchir le seuil des 10% qui lui permettrait d'être représenté au Parlement. Évidemment, l'AKP n'apprécie guère cette décision. Pour recontextualiser le tout, l'AKP, le fameux parti de la justice et du développement, est au pouvoir depuis 2002. Erdogan, Premier ministre de 2003 à 2014, accède alors au pouvoir cette même année. Il souhaite renforcer ses pouvoirs via une réforme constitutionnelle. Mais pour cela, il faut bien entendu que l'AKP obtienne une majorité suffisante au Parlement. Le seuil des 10%. En Turquie, c'est un petit peu spécial. Pour qu'un parti puisse se faire une place au Parlement, il doit respecter plusieurs conditions, notamment celle d'obtenir à minima 10% des voix au niveau national, soit l'un des seuils les plus élevés au monde. Et ce dernier est crucial pour la simple et bonne raison qu'il favorise les grands et marginalise les petits. Et le constat est assez flagrant. En l'occurrence, 95% des voix ont été obtenues par seulement 4 partis politiques, là où 16 d'entre eux se partageaient les 5% restants. Et cette fameuse année de 2015, le HDP, le parti de gauche pro-kurde, tente justement de franchir ce cap symbolique. En y arrivant, il pourrait d'ailleurs priver l'AKP de sa majorité absolue, soit 276 sièges sur les 550 de l'Assemblée. À ce moment, la situation est évidemment tendue.
En effet, les relations entre l'AKP et ses opposants sont très polarisées, notamment le CHP, le Parti républicain du peuple, le MHP, le Parti d'action nationaliste, ainsi que, évidemment, l'HDP, le Parti démocratique des peuples, pro-kurde. Et l'enjeu est évidemment très élevé. Beaucoup craignent que si l'HDP échoue, les sièges soient redistribués à l'AKP, renforçant ainsi encore plus le pouvoir d'Erdogan. Et pour comprendre un petit peu mieux l'enjeu et la position de l'HDP, on peut revenir une fois encore à l'article de Kotaku. La vision politique du HDP repose principalement sur la défense des droits du peuple kurde. Ici en l'occurrence, le nom du blob violet signifie nous, tandis que le blob bleu représente le seuil des 10% qu'il doit franchir pour être représenté au Parlement. Et ce n'est pas anodin puisque c'est la première fois dans l'histoire qu'il semble pouvoir franchir ce seuil. Le nom du blob orange est le palais, représentant le luxueux palais présidentiel récemment construit par Erdogan. Et le nom du blob bleu clair est oppression. Voilà qui témoigne plutôt bien du climat tendu qui régnait alors en Turquie à l'approche de ces fameuses élections législatives. Voilà d'autre part une déclaration du CHP à parti plus important qui cherche lui aussi à s'approprier une part du gâteau détenu jusqu'alors par l'AKP. Le CHP c'est en gros le principal opposant de l'AKP. Il obtient le deuxième plus grand pourcentage de voix et défend quant à lui l'idée d'une Turquie laïque. S'il forme une alliance avec le HDP et le MHP, il peut battre l'AKP aux prochaines élections. Mais le HDP doit d'abord franchir le fameux seuil des 10%. Le rédacteur de l'article conclut de la manière suivante. C'est un lieu étrange où les conflits nationaux et internationaux se manifestent, mais ce n'est pas si surprenant quand on y pense. Agario est extrêmement populaire et ou peut-être parce qu'il offre aux gens des outils pour se représenter et affirmer leur identité. Mais hormis le blog du jeu vidéo Kotaku, le Hurriyet Daily News, soit le plus ancien quotidien anglophone actuel de Turquie, vient aussi s'intéresser à cette affaire qui ne passe pas inaperçue. Un jeu en ligne devient le dernier champ de bataille de la politique turque. La raison de la popularité de ce jeu en Turquie est la suivante, la faculté de nommer son blob comme on le souhaite. À la veille des élections, de nombreux joueurs de Turquie ont pris l'habitude d'afficher le nom de leur parti préféré au sein du jeu. Les meilleurs joueurs obtiennent des cellules plus grandes, promouvant leur parti de manière plus visible et leur permettant de manger des cellules portant le nom des autres partis. Agario a presque reflété la brutalité et la compétition féroce de la politique turque pendant les élections de 2015. Effectivement, le jeu était devenu une véritable mini-arène politique, et où chacun tentait d'avaler et de dominer les autres pour promouvoir son parti. Le comportement des joueurs a sur l'instant été comparé à la réalité politique turque à ce moment-là, climat très compétitif, conflits idéologiques vifs, peu de coopération réelle, une lutte au pouvoir brute et directe. Outre les cellules plus importantes de l'AKP au pouvoir et du Parti républicain des peuples, le CHP, principal parti d'opposition, on trouve également la cellule du Parti démocratique des peuples, donc le fameux HDP, axé sur les problèmes kurdes qui tente de dévorer son ennemi juré, le seuil électoral des 10%. Donc on se retrouve dans la finalité avec des serveurs saturés, avec de nombreux joueurs turcs à cette période-là, endossant les noms et les idéologies de leur parti politique, pour tenter d'avoir une influence même minime sur les résultats de l'élection. Mais ce qui comptait surtout pour les joueurs, c'était d'engloutir l'adversaire au nom de leur parti, comme s'ils rejouaient sur cette carte quadrillée les rapports de force du monde réel. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire une petite parenthèse à propos des images d'illustration. La plupart d'entre elles ont été générées par IA et la raison est assez simple. J'ai recherché pendant plusieurs heures des images d'archives sur de nombreux sites, Reddit, Pinterest, Flickr, Wayback Machine, X, sans compter les vidéos d'archives dont je n'ai pas réussi à trouver de traces sur YouTube. J'ai dû aller fouiller sur d'étranges sites turcs, des genres d'équivalents de Reddit, pour trouver cette image singulière. Voilà. C'est la seule archive tangible sur laquelle j'ai pu mettre la main, et je trouve qu'elle est forte à sa manière. On y voit un partisan de l'AKP à la tête du classement, qui plus est, alors, je sais pas, ça me fait un petit quelque chose. Et voilà ce que disait le message qui l'accompagnait. C'est un jeu incroyablement addictif, mais nous l'avons encore une fois gâché et porté haut les couleurs de notre chère nation. Après, il ne faut pas se dire que les Turcs ne jouaient que pour la politique, au contraire. Certains voulaient simplement jouer comme vous et moi pour atteindre le haut du classement, sans promouvoir une quelconque idéologie. Sur le même forum, un autre commentaire m'a d'ailleurs esquissé un sourire. Un type surnommé nourriture gratuite m'a couru après et m'a forcé à le manger. Je jure que j'ai bien ri. Et en parlant de classement, on en parle, mais vous voulez peut-être connaître le fameux résultat de ces élections? Le HDP est-il parvenu à atteindre le fameux seuil des 10%? A-t-il permis d'empêcher l'obtention de la majorité absolue par l'AKP? On retrouve sans surprise à la deuxième et à la troisième position le CHP et le MHP, avec respectivement 25 et 16% des voix, avec le fameux AKP qui se retrouve sans surprise en tête, avec presque 41% des voix. Et notre HDP, quant à lui, obtient 13,12% des voix, soit un pourcentage dépassant les 10% pour la première fois de son histoire, accompagné d'une jolie récompense tout de même, 80 des 550 sièges, idem pour le MHP.
Le CHP, quant à lui, obtient sa part du gâteau comme convenu, avec 132 des 550 sièges disponibles. Si vous êtes bon en maths, il reste par conséquent 258 sièges pour l'AKP, vous l'aviez, je le sais. Et 258, c'est moins que 275, soit la non-obtention de la majorité absolue par le parti, une première après 13 ans de domination. Même le New York Times a émis un éditorial titré « La démocratie gagne en Turquie ». Erdogan est alors dépeint comme le premier perdant de l'élection et la perte de la majorité de l'AKP. En cause, les dérives d'un régime accablé par des scandales de corruption, ainsi rendu impopulaire par une partie de l'opinion publique après la violente répression du mouvement protestataire de 2013. On est simplement parti d'un écran blanc quadrillé, de cercles et de blobs se dévorant, se fuyant. Et pourtant, en 2015, beaucoup de personnes y ont vu plus qu'un simple jeu en ligne. Un champ de bataille, une arène politique où les couleurs, les noms et les symboles d'un pays se sont affrontés, comme s'ils avaient trouvé là un nouvel espace pour exister. Au commencement, Agar.io n'était qu'un jeu jusqu'à ce qu'il devienne miroir. Derrière chaque cellule se cachant non pas un joueur mais une opinion, une colère, une identité. Peut-être que nos mondes virtuels ne le sont pas tant que ça. Dans Agar.io, chacun voulait juste grandir, survivre, exister un petit peu plus longtemps que les autres. Un simple jeu, des milliers de joueurs, et quelque part un reflet de nous-mêmes. Ce qui se joue derrière nos écrans n'est peut-être pas si différent de ce qui se joue là, dehors.